Au cœur des Rocheuses du Colorado, là où l'hiver glace jusqu'à la pensée et où la route la plus proche se trouve à plus de 60 km, un garçon de 12 ans nommé Samuel fut abandonné pour mourir. Son père, David, accablé par le chagrin et la ruine, l'avait conduit jusqu'à la cime la plus reculée qu'il pouvait trouver, puis s'en était allé, laissant derrière lui le bruit de ses pas s'effacer dans la neige. Ce qui suivit allait défier tout ce que l'on croyait savoir sur la résilience humaine, sur la force invisible qui pousse un cœur à battre encore, même quand tout semble perdu. Pendant 120 jours, Samuel survécut seul, sans abri, sans outils, sans la moindre formation pour affronter la nature. Il n'avait ni espoir de secours, ni plan de survie. Et pourtant, d'une manière que personne n'a jamais su expliquer, il ne fit pas que survivre, il renaquit. Quand les équipes de secours le retrouvèrent enfin, ce qu'elles découvrirent dans une clairière entourée de pins anciens laissa tout le monde sans voix. Une petite cabane, assemblée à la main, dissimulée sous un manteau de neige et de branches. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur allait bouleverser jusqu'au plus endurci des experts en survie. Revenons au commencement, là où tout a basculé. Le trajet jusqu'à la montagne avait duré plus de 3 heures. La route, d'abord pavée, s'était transformée en piste de gravier, puis en sentier de terre à peine praticable. À mesure que le pick-up s'enfonçait dans le labyrinthe des pins, le monde devenait plus sauvage, plus primitif. Samuel, le visage collé à la vitre, regardait les arbres se dresser comme des géants silencieux. La neige, lourde et ancienne, pendait encore des branches, témoin muet du premier orage d'octobre. Au volant, David serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Lui, l'homme qui avait autrefois appris à Samuel à faire du vélo, ne disait plus rien. Le silence entre eux était plus épais que la forêt elle-même. Dans la poche intérieure de sa veste, il gardait un portefeuille usé. À l'intérieur, une photo, Sarah, sa femme, souriant dans un instant suspendu du passé. 3 visages heureux, figés dans une paix qu'il ne connaîtrait plus jamais. « Papa, où est-ce qu'on va » demanda Samuel pour la 3e fois, son souffle dessinant une buée fragile sur la vitre. David ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire se crispa. Quelque part de tranquille, finit-il par dire, la voix rauque. Ils arrivèrent à ce qu'on pouvait à peine appeler un départ de sentier, un vieux panneau de bois, à moitié effondré, indiquait un chemin oublié des randonneurs. La neige se mit à tomber, épaisse, obstinée, de celle qui recouvre tout. Jusqu'au printemps. Samuel descendit du camion. Ses bottes neuves craquèrent sur le sol gelé. David les lui avait achetées la semaine précédente, encore persuadé qu'un simple voyage de camping pourrait réparer les fissures de leur monde brisé. « On va faire une randonnée, papa » demanda le garçon avec un espoir naïf dans la voix. Peut-être qu'enfin il parlerait de maman. De la maison vide, de ces silences interminables depuis l'enterrement. David contourna le camion, sortit un petit sac à dos. À l'intérieur, quelques barres énergétiques, une gourde. Et la couverture de survie que Sarah avait toujours insisté pour garder à portée de main. Sarah, si prévoyante, si vivante. Elle n'aurait jamais pardonné ce qu'il s'apprêtait à faire. Dans la boîte à gants, les papiers financiers racontaient une histoire qu'il ne supportait plus de lire, les factures médicales, les refus d'assurance, la saisie imminente de la maison. Il n'y avait plus rien à sauver. Il ne voulait pas que Samuel voie son père s'effondrer lentement, perdant tout jusqu'à la dignité. « Samuel » dit-il d'une voix brisée en tendant le sac. « Ta mère et moi, nous t'aimons plus que tout au monde. N'oublie jamais ça. » Le garçon leva les yeux vers lui. Ses prunelles d'un bleu clair, si semblables à celles de Sarah, brillaient d'une confiance désarmante. « Je sais, papa. Moi aussi je t'aime. » David se mit à genoux et l'enlaça avec toute la force qui lui restait. Il voulut graver dans sa mémoire le poids de ce petit corps. La chaleur de ce souffle contre son cou, l'odeur familière de ses cheveux. C'était le dernier souvenir qu'il emporterait. « Marche un peu devant moi, mon grand » dit-il en désignant le sentier qui s'enfonçait entre les arbres. « Cherche un endroit pour te reposer. Je te rejoins juste après. » Samuel hocha la tête, enthousiaste. Enfin une aventure. Il ajusta la sangle du sac, et partit d'un pas léger, disparaissant bientôt derrière un virage du sentier. David resta immobile, écoutant le bruit des pas qui s'éloignaient.
5 minutes passèrent. Puis il fit demi-tour. La descente fut un supplice. Chaque mètre avalé par le moteur le séparait un peu plus du garçon qui lui faisait confiance aveuglément. David se répétait que c'était un acte de miséricorde, que mourir de froid serait moins cruel que la lente agonie de la misère. Mieux valait ça que de le voir mendier, affamé, honteux. Mieux valait ça que d'expliquer pourquoi il n'y aurait plus jamais d'électricité. Ni de repas chauds, ni d'avenir. Le portefeuille semblait brûler contre sa poitrine. Le sourire figé de Sarah l'accusait. Mais il continua à rouler. Quand la route rejoignit enfin la vallée. La nuit tombait déjà. Il s'arrêta dans un bar, but un verre, puis un autre. Il voulait oublier les yeux bleus de son fils, la voix qui avait dit « Je t'aime, papa », sans savoir que c'était la dernière fois. Pendant ce temps, 40 milles plus haut, Samuel marchait toujours. Au début, tout semblait normal. La forêt bruissait doucement sous la neige. Le garçon suivait le sentier, confiant. Mais au bout de 2 heures, il comprit que quelque chose n'allait pas. Le chemin s'effaçait peu à peu, remplacé par des traces d'animaux. Le vent se leva. Les flocons s'épaissirent, lui fouettant le visage. « Papa » appela Théil, la voix tremblante. Aucune réponse. « Papa » répéta-t-il plus fort, mais seul le cri d'un faucon lointain lui répondit. Le silence qui suivit n'était pas celui du repos, mais celui de l'abandon. Il se mit à courir, trébuchant dans la neige. Chaque arbre lui semblait le même. Le monde entier s'était fondu en un blanc aveuglant. Il tomba à genoux, haletant, et la panique l'envahit. Des larmes chaudes coulèrent sur ses joues glacées. Mais au fond de lui, quelque chose s'ancra. Une voix minuscule, peut-être celle de sa mère, murmurait « Ne cède pas, respire. Cherche un abri. » Alors il se releva. Il marcha jusqu'à la tombée de la nuit. Les pins se dressaient comme des cathédrales sombres. Le froid mordait ses doigts. Enfin, il trouva un grand tronc creux, tombé depuis longtemps. Il s'y glissa, tremblant, et serra contre lui la couverture d'urgence que son père lui avait laissée. Il pensa à maman. À ses chansons du soir. À la chaleur de leur repas. Puis il pensa à son père, et une douleur sourde envahit sa poitrine. Peut-être était-il allé chercher du bois. Peut-être reviendrait-il au matin. Mais quand l'aube grise filtra à travers les branches, Samuel sut. Le monde autour de lui n'était plus un terrain de jeu. C'était un royaume sans pitié, et il y était seul. Les jours suivants furent un combat. Il apprit à écouter la forêt, à lire les signes du vent, à suivre les pistes d'animaux. Il buvait l'eau de la neige fondue, grignotait des aiguilles de pin et des morceaux d'écorce amère. Quand le soleil apparaissait, il tendait son visage vers lui comme vers un ami. Il construisit un abri rudimentaire avec des branches et de la mousse. Apprit à faire du feu avec des pierres, à piéger de petits animaux. Chaque jour, il se souvenait d'une leçon de sa mère, fais confiance à la vie, même quand elle te semble injuste. Ces mots devinrent sa prière. Quand on le retrouva, 4 mois plus tard, le garçon avait changé. Il n'était plus un enfant perdu, mais une force silencieuse. Sa cabane, dissimulée sous les pins, contenait des sculptures en bois représentant sa famille, sa mère, son père et lui, réunis autour d'un feu éternel. Et sur le mur, gravé avec un couteau de fortune, ces mots. Je t'aime encore, papa. Mais maintenant, je sais survivre. Ainsi se termine l'histoire de Samuel. L'enfant que la montagne n'a pas voulu laisser mourir. Certains disent qu'il fut guidé par la main de sa mère, d'autres par sa propre lumière. Mais tous s'accordent à dire qu'au cœur des Rocheuses, dans la solitude la plus pure, un garçon de 12 ans redonna un sens au mot miracle. Ce n'était pas le silence familier d'une bibliothèque ni la tranquillité rassurante de sa chambre. C'était un silence immense, indifférent, celui d'un monde qui ne se souciait pas de savoir s'il vivrait ou mourrait. La panique naquit dans sa poitrine comme un battement d'aile prisonnier. Puis se répandit dans tout son corps comme une vague d'eau glacée. Samuel se retourna brusquement et tenta de suivre ses propres traces. Mais la neige tombée avait déjà tout effacé. Chaque arbre semblait identique, chaque rocher familier et étranger à la fois. « Papa » cria-t-il d'une voix fendue par la peur. « Papa, s'il te plaît.
Le vent emporta ces mots. La forêt, immense et muette, les absorba sans écho. Il resta immobile dans le crépuscule qui s'épaississait, le souffle court, le cœur cognant contre sa cage thoracique. Peu à peu, la réalité s'abattit sur lui. Comme la neige froide, implacable, inévitable. Son père ne reviendrait pas. Son père n'était nulle part. La première nuit faillit le tuer. Samuel s'adossa au tronc d'un grand pin, resserrant sa veste autour de lui. Il savait qu'il ne devait pas dormir, qu'on mourrait souvent de froid en s'endormant. Alors il resta éveillé, tremblant violemment, regardant son souffle se transformer en vapeur dans l'air gelé. Au matin, il était à moitié conscient, épuisé et transi. Ses doigts étaient engourdis à l'intérieur de ses gants, ses pieds, durs comme la pierre. Prisonnier de ses nouvelles bottes de randonnée. Mais il était vivant. Contre toute logique, contre toute espérance, il respirait encore. Son unique gourde, solidement fermée dans son sac, avait gelé pendant la nuit. Il la tint longtemps contre sa poitrine pour la réchauffer. Après 1 heure, un peu d'eau fondit enfin. Elle était si froide qu'elle lui fit mal aux dents. Mais elle était liquide, et son corps en avait un besoin désespéré. La faim, ensuite, devint sa prochaine ennemie. Les quelques barres énergétiques qu'il possédait pouvaient durer 2 jours tout au plus s'il était prudent. Après, il faudrait trouver autre chose où mourir. Samuel n'avait jamais chassé. Il n'avait jamais campé sans une glacière pleine de sandwichs et de jus de fruits. Mais la faim est un maître exigeant. Le 2e jour, il aperçut des traces dans la neige, de petits pas de lapins menant vers un bosquet de trembles. Là où il y a des lapins, il y a souvent d'autres nourritures, racines, plantes, graines. Il suivit les empreintes, marchant lentement, imitant les chasseurs qu'il avait vus dans les films. Les traces le menèrent jusqu'à une clairière où la neige était moins épaisse. Des touffes d'herbe brune et quelques glands parsemaient le sol. Il les ramassa soigneusement. Il se souvenait d'un documentaire où l'on montrait les peuples autochtones broyant les glands pour en faire de la farine. Leur goût amer le fit grimacer, mais c'était de la nourriture. De la vraie nourriture. De quoi survivre un jour de plus. L'eau, elle, fut plus simple à trouver. Dans le creux de la vallée coulait un petit ruisseau, caché sous une mince couche de glace. Il la brisa avec une pierre. L'eau était si glacée qu'elle lui fit mal au crâne. Mais elle était claire, pure, vivante. Samuel s'agenouilla et but longuement, reconnaissant au-delà des mots pour ce cadeau si simple. Le 3e jour, il trouva un vieux morceau de canette. Rouillé, vestige d'un randonneur oublié. Le métal, réduit en lambeaux, brillait faiblement entre les feuilles mortes. Samuel en ramassa un fragment de la taille de son pouce, en examina les bords. Tranchant, la courbe légère. Un souvenir lui revint, son grand-père, pêcheur, assis au bout d'un vieux quai, lui montrant comment lire l'eau. Les poissons, disait-il, sont comme les hommes. Ils cherchent ce qui brille. Alors, pendant des heures, Samuel travailla le morceau d'aluminium à l'aide d'une pierre pointue. Il le plia, le façonna en un crochet grossier, puis en affûta la pointe contre un rocher rugueux. Ce n'était pas beau, mais cela pourrait attraper un poisson. Cela pourrait le sauver. Pour la ligne, il tira des fils de sa veste, les tressa patiemment jusqu'à obtenir une cordelette fine. Il y attacha son crochet, fixa l'autre extrémité à une branche qu'il avait écorcée. Quand le soir tomba, il se posta au bord du ruisseau et lança sa ligne artisanale dans l'eau sombre. Pas d'appât, sinon quelques morceaux durs de gland. Peut-être que les poissons étaient aussi affamés que lui. Le fil disparut sous la surface. Samuel retint son souffle, priant pour un miracle. Le miracle vint au matin du 4e jour. Un petit omble chevalier argenté, fort comme la vie elle-même, mordit à l'hameçon. Quand Samuel le tira hors de l'eau, haletant, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre, il sentit quelque chose naître en lui, non pas seulement du soulagement, mais une fierté tranquille, primitive, une étincelle de confiance. Il nettoya le poisson avec un éclat de silex, se souvenant des gestes de son grand-père. La chair, douce et claire, avait le goût des montagnes et de la pureté. Il mangea tout, jusqu'aux arêtes, qu'il suça lentement. Son corps, privé de protéines depuis des jours, se gorgeait de cette énergie nouvelle.
Cette nuit-là, grâce à un petit feu qu'il réussit enfin à allumer avec des aiguilles de pain sèche, Samuel sentit le monde changer autour de lui. La montagne ne lui sembla plus hostile, mais vivante. Il vit désormais des chemins dans ce qu'il croyait chaos. Les ruisseaux descendaient vers la grande rivière, le vent sculptait des abris naturels dans la pierre, les pentes orientées au sud offraient, avant toutes les autres, leurs herbes et leurs eaux non sauvages. Avec du charbon de bois, il dessina sur un morceau d'écorce de bouleau sa première carte. Il y marqua les points essentiels, le ruisseau à poissons, le bosquet de chênes aux glands abondants, le promontoire rocheux d'où il dominait toute la vallée, et la grotte où il s'était réfugié lors d'une tempête. Chaque jour, il explorait un peu plus loin, repoussant les frontières de son territoire. Il apprit à lire le ciel, à reconnaître les changements de pression avant la neige. Quand ses articulations douloureuses tiraient, il savait que la tempête approchait. Quand le vent tournait vers le nord, il cherchait vite un abri. Les animaux devinrent ses professeurs. Il observa les écureuils, qui cachaient leur nourriture en plusieurs endroits pour tromper les prédateurs. Il suivit les cerfs, qui choisissaient toujours des refuges protégés du vent mais ouverts à la fuite. Les corbeaux lui révélèrent les charognes cachées et l'avertirent de la présence de bêtes plus grandes. Ses mains devinrent habiles. Il apprit à tresser des herbes pour fabriquer des cordages solides, à tailler les pierres en outils tranchants, à reconnaître celles qui s'émiettaient et celles qui tenaient le fil. Il découvrit que le mélange de résine de pin et de charbon donnait une colle imperméable pour ses contenants rudimentaires. Sur son écorce, la carte s'enrichissait chaque jour de nouveaux symboles, là, les plantes comestibles, ici, les passages sûrs, plus loin, les trous d'eau où se cachaient les plus grosses truites. Il nota les pentes ensoleillées du matin, les ravins toujours froids de l'après-midi. Peu à peu, il apprit à lire la montagne comme un livre. 3 jours de ciel clair annonçaient une tempête. La glace formant des dentelles au bord du ruisseau lui disait que l'hiver s'installait pour de bon. La direction de la fumée de son feu lui révélait l'arrivée d'un vent avant même qu'il ne se lève. Samuel, l'enfant abandonné, devint peu à peu un être de la montagne. Ses peurs ne disparurent pas, mais elles se transformèrent. Il ne les fuyait plus, il les comprenait. Chaque son, chaque odeur, chaque battement du vent contre les pins lui racontait quelque chose du monde et de lui-même. Dans la solitude glacée des Rocheuses, le garçon qui devait mourir avait appris à vivre non par miracle, mais par volonté. Par observation, par une foi silencieuse en la vie. Et quand, certains soirs, le vent murmurait entre les arbres, Samuel croyait presque entendre une réponse lointaine à son premier cri de détresse. Non celle de son père, mais celle de la montagne elle-même, devenue à la fois son ennemi, son école et son foyer. La montagne qui enseigne le silence. Samuel découvrit, presque sans s'en rendre compte, qu'il possédait un instinct naturel pour l'orientation, un don enfoui que la montagne faisait peu à peu émerger. Même dans les forêts les plus denses, où les troncs formaient un labyrinthe d'ombre et de silence, il parvenait à garder le cap. Il apprit à lire les signes invisibles du monde sauvage, la mousse qui pousse du côté de l'ombre, l'inclinaison discrète des arbres sculptés par. Commençait à comprendre. Son corps, lui aussi, s'accordait au rythme du lieu. Il se réveillait à l'aube sans besoin d'alarme, son horloge intérieure battait désormais au tempo du jour et de la nuit. Ses muscles, durcis par l'escalade, le portage et la lutte quotidienne, prenaient la solidité du bois qu'il taillait. Ses sens s'affinaient, il distinguait les pas d'un renard de ceux d'un chevreuil, le froissement d'une aile dans les branches du simple bruissement du vent. La montagne l'éduquait, et il devenait son élève attentif. Mais la véritable révélation survint au bout de la 2e semaine. Ce jour-là, suivant une piste d'animaux qui serpentait vers les hauteurs, Samuel découvrit un lieu que rien ne laissait présager, un bosquet de pins anciens, plus vieux que toute mémoire humaine. Ces géants, droits et silencieux, devaient avoir 3 siècles ou davantage. Leurs troncs massifs formaient comme les colonnes d'une cathédrale, et la lumière y pénétrait avec la lenteur sacrée d'un vitrail. Pourtant, ce n'était ni leur taille ni leur âge qui le fascinèrent, mais leur disposition. Les arbres formaient un cercle presque parfait autour d'une clairière. Minuscule, à l'abri du vent et des tempêtes. Au centre, entre 2 rochers moussus, une source claire jaillissait, alimentant un petit bassin d'eau pure qui ne gelait jamais tout à fait. Même sous la morsure du froid. Samuel demeura longtemps là, immobile, sa respiration se mêlant au murmure de l'eau.
Il éprouvait un sentiment qu'il n'avait pas de mots pour nommer quelque chose. Entre le respect, la gratitude et une étrange impression de retour. Cet endroit n'était pas seulement beau, il était habité. Il y avait dans cette clairière une paix profonde, une protection. Invisible, comme si la forêt avait gardé ce secret pendant des siècles, attendant le moment où quelqu'un en aurait réellement besoin. Samuel inscrivit soigneusement le lieu sur sa carte d'écorce de bouleau, traçant un double cercle pour le distinguer. Il ignorait pourquoi, mais il savait que ce lieu compterait. Il savait qu'il reviendrait. Les semaines passèrent. Novembre s'enfonçait dans la montagne comme une lame de glace. La neige, d'abord légère et passagère, commença à demeurer au sol. Et avec ce changement, Samuel sentit naître en lui une compréhension nouvelle, il n'était plus un intrus cherchant à survivre d'un jour à l'autre. Il faisait désormais partie de ce monde. Il apprenait à vivre avec la montagne, non contre elle. Elle devenait sa maîtresse, et lui, son élève. Patient. C'est alors que survint la tempête. Un mardi matin, sans aucun avertissement. Samuel, qui croyait savoir lire les signes du ciel, fut pris au dépourvu. À son réveil, sa cabane de branchage était ensevelie sous 15 centimètres de neige fraîche, et le vent charriait des flocons si denses qu'il ne distinguait plus rien à 10 pas. Le vent frappait la forêt comme une bête furieuse, rugissant entre les troncs avec une violence qui lui glaçait les os. Ce n'était pas la douce neige familière des jours passés, c'était la tempête qui tue, celle qui transforme les montagnes en tombeaux blancs. Son abri, qui lui avait paru solide, se mit à ployer sous le poids de la neige. Les branches de pin qui formaient le toit cédaient lentement, gémissant comme des poutres prêtes à rompre. La neige s'infiltrait partout, et chaque rafale semblait arracher un peu plus de chaleur à son corps. L'air gelait l'eau de sa gourde malgré la protection de ses vêtements. Le ruisseau où il pêchait commençait à se figer, coupant d'un coup sa source d'eau et de nourriture. La montagne, qu'il avait cru amie, se refermait sur lui comme un piège. Le vent s'engouffrait dans chaque faille. Chaque couture, aspirant sa chaleur plus vite qu'il ne pouvait la produire, même blotti contre le feu tremblant qu'il tentait de préserver. Les flammes vacillaient, s'éteignant presque à chaque bourrasque. Samuel ajoutait des branches, des feuilles sèches, tout ce qu'il pouvait trouver, mais la neige fondait sur le feu, le réduisant à un brasier mourant. Il essaya de renforcer son abri. Les doigts engourdis, les gestes maladroits. Mais la tempête rendait tout travail impossible, la neige l'aveuglait, le vent le renversait, la glace faisait de chaque mouvement un danger. Ses mains devinrent insensibles dans les gants trempés. Nouer une corde, manier un couteau, même tenir une branche devenait une épreuve. À mesure que la lumière déclinait, la peur prit une autre forme froide, méthodique. Son abri ne tiendrait pas la nuit. Déjà, un coin du toit s'était effondré, et les autres craquaient sinistrement. S'il restait là, il mourrait. Le froid était une bête invisible qui rampait sous sa peau, s'insinuant jusque dans ses os. Ses pieds perdirent toute sensation, puis ses doigts, puis un engourdissement l'engagna ses bras et ses jambes, glissant vers son cœur. Il se souvint d'une leçon d'école, l'hypothermie ne prévient pas. Quand le corps cesse de trembler, quand le froid devient douceur, quand le sommeil semble irrésistible, c'est que la mort approche. Il n'en était pas encore là, mais il sentait la pente. Et la tempête, au lieu de s'apaiser, redoublait. Toute la nuit, il brûla tout ce qu'il possédait, son bois sec, ses aiguilles de pin. Même les pages de son carnet où il notait chaque découverte. Les flammes bleutées dévoraient ses mots, sa mémoire, pour lui offrir un peu de chaleur. Vers minuit, le drame éclata. Une rafale d'une violence inouïe arracha la dernière paroi de son abri comme si ce n'était qu'un jouet. En quelques secondes, la neige envahit son espace, recouvrant ses couvertures, son sac, ses genoux. Le feu mourut presque aussitôt. Samuel se retrouva seul face à la tempête, exposé au vent tranchant comme un couteau. Le froid le frappa si brutalement qu'il en perdit le souffle. Son cœur battait à toute allure, non plus pour vivre, mais pour lutter contre la panique. Il sut alors que la mort n'était plus qu'à un pas. Mais au lieu de céder à la peur, une étrange lucidité l'envahit. Il comprit qu'il pouvait encore choisir. S'il restait, il mourrait. Mais il y avait un autre lieu, le bosquet, ce cercle sacré de pins anciens, ce sanctuaire qu'il avait découvert des semaines
Auparavant, il n'était qu'à 1 mille de là. En temps clair, une marche d'une demi-heure. Dans une tempête pareille, une folie. Mais c'était sa seule chance. Il prit ce qu'il pouvait, son couteau. Son briquet, un morceau de couverture de survie argentée, miraculeusement resté sec. Le métal reflétait la lumière comme une étoile fragile. Il la serra contre lui, alluma une dernière flamme. Puis se jeta dans la nuit. Le monde devint une tempête de blanc et de hurlements. Le vent le frappait de face, la neige s'accrochait à ses cils, chaque pas semblait effacer le précédent. Il avançait à tâtons, guidé par une carte invisible gravée dans sa mémoire, par un instinct plus fort que la peur. Ses pensées se réduisirent à une seule, avancer. Encore. Toujours. Le temps perdit tout sens. Peut-être marcha-t-il 1 heure, peut-être 3. Le froid lui grignotait la conscience, mais quelque chose, peut-être le souvenir de la source, peut-être la promesse d'un abri le maintenait debout. Et soudain, au milieu du rugissement du vent, le miracle se produisit. Le silence. Il trébucha dans la clairière du bosquet. Les pins anciens formaient autour de lui une muraille vivante qui brisait la tempête. Le vent, devenu murmure, passait au-dessus de la cime comme une mer calme. Samuel tomba à genoux, incapable de parler, et des larmes brûlantes jaillirent. Malgré le froid, il était vivant. La clairière, douce et protégée, l'accueillit comme une église. La source murmurait encore, libre de glace. Samuel y but à pleine main, sentant la vie revenir peu à peu dans ses veines. Cette nuit-là, le bosquet lui sauva la vie. Mais au matin, tandis qu'il observait les rayons pâles filtrer à travers les branches, il comprit que survivre ne suffirait plus. Il devait bâtir. Ici, dans ce cercle ancien, il érigerait un abri digne de la montagne. Un lieu qui ne plierait pas sous la neige, qui tiendrait contre les vents d'hiver. Un foyer. Le lendemain de la tempête, le paysage avait changé. 3 pieds de neige recouvraient entièrement son ancien campement, effaçant toute trace de son existence passée. Là où se trouvait sa cabane. Il n'y avait plus qu'un manteau blanc et lisse, comme si la montagne elle-même avait voulu tourner la page. Samuel resta longtemps debout, le cœur lourd mais calme. Tout ce qu'il avait bâti avait disparu. Mais quelque chose de plus grand commençait, la lente naissance d'un homme que la nature avait choisi d'enseigner. La montagne, désormais, n'était plus un ennemi. Elle était devenue son maître, et son refuge. Dans la clairière du bosquet, la neige n'avait réussi à déposer qu'une fine pellicule sur le sol. Les arbres anciens formaient au-dessus de Samuel une voûte protectrice. Si dense que le vent lui-même semblait hésiter à s'y aventurer. Ce refuge naturel surpassait largement son abri rudimentaire, fragile et ouvert aux éléments. Il passa la première journée à observer. À comprendre. Ses pas décrivaient lentement le pourtour du cercle de pins, étudiant leur disposition, la façon dont ils s'étaient dressés comme une muraille vivante autour du cœur de la clairière. Pourquoi cet endroit demeurait-il plus chaud, plus sec, presque hospitalier au milieu d'un hiver implacable? Les troncs massifs formaient une ronde presque parfaite. Entre eux, l'air circulait juste. Assez pour empêcher la stagnation de l'humidité, mais pas assez pour laisser passer le froid. Et au centre, la source chantait doucement, éclat de vie dans la blancheur silencieuse. Elle jaillissait des profondeurs de la terre, limpide et tiède, refusant obstinément de geler, même lorsque le mercure chutait bien au-dessous de 0. Samuel s'agenouilla, trempa ses mains dans l'eau claire. Elle avait un goût pur, plus doux que tout ce qu'il avait bu dans sa vie. Mais au-delà du réconfort, cette source représentait la promesse de survie, un approvisionnement constant. Inépuisable, même au cœur du plus rude hiver. Il décida alors que ce serait ici, dans ce sanctuaire de pins, qu'il bâtirait sa demeure. Il se mit à rassembler des pierres pas n'importe lesquelles. Des plates, des angulaires, des lourdes aux bords solides capables de supporter un poids immense. Chaque pierre devait s'ajuster comme une pièce d'un grand dessin. Il les examinait une à une, testant leur résistance d'un coup sec avec le manche de son couteau. Le son révélait leurs secrets, les bonnes résonnaient comme des cloches, pleines et claires, les mauvaises rendaient un son mat. Signe de fissures invisibles ou de faiblesses cachées. Peu à peu, une vision prit forme dans son esprit. Il mesura le sol, traça les angles, plaça les pierres d'angle avec un soin d'artisan. 12 pieds sur 8, assez pour vivre,
pas trop pour chauffer. La porte serait orientée plein sud afin de capter la lumière du soleil. Des ouvertures à l'est et à l'ouest permettraient la circulation de l'air durant les mois chauds. Sur des morceaux d'écorce de bouleau, il esquissa ses plans, dessinant avec précision chaque joint, chaque PAN de mur, chaque inclinaison de toit. Les questions se multipliaient dans sa tête, comment assembler les murs aux angles? Quelle pente choisir pour que la neige glisse sans alourdir la toiture? Comment bâtir une cheminée qui tire bien sans gaspiller la chaleur? Les réponses viendraient de l'observation, de l'instinct, mais surtout de la patience. Les arbres eux-mêmes lui offriraient la matière première. Il choisit des pins morts, de diamètre parfait, déjà secs et prêts à être débités. À l'aide d'un morceau de charbon, il marqua ceux qu'il abattrait, les plus gros pour les assises, les plus minces pour les hauteurs. Ces outils devinrent une obsession. Sans eux, tout projet restait un rêve. Près d'un ancien camp de bûcherons, il dénicha un fragment d'acier qu'il transforma en hache de bûcheron. Il façonna le manche-dent du bois de carrier, poli à la main, ajusté à sa paume comme s'il avait toujours été sien. Le tranchant, affûté jusqu'à pouvoir raser un cheveu, brillait comme une promesse. Restait le problème du calfeutrage. Les interstices entre les rondins devraient être scellés contre le vent et l'humidité. Après maints essais, il découvrit une mixture qui tenait du miracle. Argile rouge du ruisseau, mousse séchée et résine de pin. En séchant, ce mélange devenait dur comme la pierre, mais restait assez souple pour résister aux contractions du gel. Pour la toiture. Samuel se souvint des histoires de son grand-père, qui parlait de charge et de pente, de neige qui pèse et de vent qui arrache. Trop plat, le toit s'effondrerait, trop raide, le vent s'y engouffrerait avec rage. Il choisit une inclinaison douce, naturelle, qui laisserait la neige glisser sans effort tout en gardant un espace intérieur généreux. Alors, il commença à disposer les pierres de fondation dans un rectangle parfait, vérifiant chaque mesure, chaque angle, jusqu'à ce que tout soit d'une précision mathématique. Les pierres d'angle furent posées avec un soin extrême. Car d'elles dépendait l'équilibre de toute la maison. À mesure que décembre approchait et que la neige s'épaississait autour du bosquet, Samuel sentit que le moment était venu. Tout était prêt. Les matériaux, les outils, les plans. Le sol attendait. Un matin clair et glacial, l'air si froid qu'il lui brûlait les poumons, il déposa le premier tronc sur la fondation. C'était un pin immense. Mort depuis plusieurs hivers mais demeurait solide. L'écorce se détachait en larges plaques, révélant un bois droit et robuste. Le tronc mesurait près de 14 pieds de long, aussi épais que sa taille, et son poids aurait écrasé un homme sans prudence. Il utilisa chaque technique apprise, levier, balancement, impulsion. Avec un câble d'acier récupéré sur une vieille clôture et une branche robuste, il improvisa un outil efficace, le câble enserrait le tronc, lui donnant prise, la branche servait de levier pour le faire rouler et le soulever par paliers. Il lui fallut toute la matinée pour déplacer ce premier tronc sur 100 mètres, jusqu'aux pierres soigneusement alignées. Le positionner exigea une précision d'horloger. Le poids devait être réparti sans faille, aucune oscillation, aucune faille ne devait compromettre la base. Il plaça de petites pierres en cale, ajustant encore et encore jusqu'à ce que le tronc repose parfaitement à niveau. En se redressant, les mains glacées et le souffle court, il ressentit une fierté calme, une certitude nouvelle, il avait bâti le commencement de quelque chose de durable. Mais le vrai défi l'attendait avec le second tronc. Celui-ci devait s'emboîter dans le premier avec une exactitude presque géométrique, formant l'angle qui soutiendrait toute la structure. Samuel y avait réfléchi des semaines. Repassant mentalement les images des granges et des cabanes d'autrefois qu'il avait vues dans son enfance. Comment les pionniers avaient-ils réussi, sans clous, sans scie mécanique, à construire des abris qui résistaient aux décennies? La réponse lui apparut un soir de grand vent. Il observa comment deux arbres tombés s'étaient entrecroisés après une tempête, leurs troncs s'emboîtant naturellement, comme guidés par la logique du bois lui-même. Le secret résidait dans la encoche, une dépression taillée avec précision pour accueillir le tronc perpendiculaire et répartir le poids. Trop peu profonde, et les rondins glissaient, trop profonde, et la solidité se perdait. Samuel passa 3 heures à sculpter sa première encoche. Sa hache mordait le bois avec régularité, son couteau affinait le creux, et il contrôlait la symétrie avec un niveau de fortune, un simple roseau creux rempli d'eau.
Les copeaux tombaient en spirale dorée, emplissant l'air d'une odeur de sève et d'hiver. Le bruit régulier du métal contre le bois devint une sorte de musique, celle du travail bien fait, du progrès tangible. Enfin, il plaça le deuxième tronc sur le premier. Le silence se fit dans le bosquet. Lentement, il ajusta, glissa, puis laissa tomber le poids. Les deux pièces s'emboîtèrent avec un son plein et net, sans le moindre jour, sans la moindre fente. La lumière ne passait plus. Les deux troncs semblaient ne faire qu'un, comme s'ils avaient poussé ensemble depuis toujours. Samuel resta là un long moment, les doigts posés sur le bois. Le souffle court, le cœur gonflé d'un sentiment qu'il ne sut pas nommer, fierté, peut-être, ou gratitude. Ce qu'il venait d'accomplir dépassait la simple construction d'une cabane. Il venait de prouver qu'il pouvait créer de ses mains un refuge solide dans un monde indifférent. La forêt l'avait observé, silencieuse, témoin de cette première victoire. Et dans la clarté dorée du soir, Samuel sut qu'il venait de poser bien plus que les fondations d'une maison, il avait bâti la base même de sa renaissance. Samuel recula de quelques pas et contempla l'assemblage d'angles qu'il venait de terminer. Une satisfaction profonde, presque spirituelle, monta en lui le plus intense que tout ce qu'il avait connu auparavant. Devant lui, la charpente prenait forme, rondin après rondin. Chaque pièce exigeant la même attention méticuleuse, la même patience presque religieuse. Il avait trouvé un rythme à ce travail, un balancement naturel qui absorbait ses journées entières sans jamais l'épuiser. Il marquait d'abord l'emplacement de l'encoche, traçait la ligne de coupe avec son couteau, dégrossissait la forme à la hache. Puis venait la phase délicate, affiner, ajuster. Tester, ajuster encore. Ses mains, calleuses et précises, semblaient guidées par une intuition nouvelle. Elle ressentait à travers les outils la texture du bois, sa direction, sa résistance. Ses yeux s'étaient éduqués à percevoir des nuances infimes d'angle et de niveau, des détails invisibles pour le profane. Peu à peu, son corps entier s'adapta à cette discipline. Ses gestes devinrent sûrs, presque indépendants de la pensée consciente. Chaque coup porté, chaque ajustement, chaque pression juste naissait d'un dialogue silencieux entre l'homme et la matière. Les rondins eux-mêmes devenaient ses professeurs, chacun avec sa personnalité propre, ses veines, ses tensions, ses courbes naturelles. Samuel apprit à écouter le bois, à travailler avec lui plutôt que contre lui, choisissant pour chaque section le tronc dont la forme servirait le mieux la structure. Les assemblages d'angles devinrent sa spécialité, sa signature. Aucun n'était identique au précédent. Mais tous obéissaient à la même quête, une jonction parfaite, solide, faite pour durer. Il pouvait passer un après-midi entier sur une seule de ces unions de bois, sculptant, vérifiant, ajustant. Jusqu'à ce que les deux pièces s'emboîtent avec une précision d'orfèvre. Au bout d'une semaine, les murs s'élevaient déjà à près d'1 mètre. 4 rangées de rondins massifs formaient une enceinte qui paraissait invincible, assez lourde pour résister aux bourrasques, assez solide pour inspirer confiance. À mesure que la cabane prenait forme, Samuel voyait se dessiner sous ses mains le contour tangible de son futur foyer. Ce travail le transformait. Ses épaules s'élargissaient, son dos se couvrait de muscles profonds, sa poigne devenait ferme, endurante. Ses mains, dures comme du cuir, pouvaient manier hache, s'y émailler pendant des heures sans faiblir. Mais au-delà du corps, c'était son esprit qui changeait. Samuel se surprenait à penser en 3 dimensions, à visualiser chaque pièce avant même de la tailler, à prévoir plusieurs étapes d'avance comme un joueur d'échecs face à un adversaire invisible. Les notions de charge, d'équilibre, de tension n'étaient plus pour lui des abstractions, mais des vérités physiques qu'il sentait vibrer jusque dans ses bras. Il comprenait maintenant le langage de la gravité, de la résistance et du poids, non par des livres, mais par la main et le regard. Le soir, lorsqu'il acheva un assemblage particulièrement difficile, il en éprouva une joie presque sacrée. 2 troncs massifs s'emboîtaient si parfaitement que le mur entier vibrait d'une seule note claire lorsqu'il le frappait du manche de sa hache. Le son résonnait comme une promesse, cette cabane serait là pour des générations. Mais plus les murs s'élevaient, plus le travail devenait complexe. À hauteur d'épaule, les défis se multipliaient, il fallait prévoir l'emplacement des fenêtres, de la porte, penser à la manière dont la pluie et le vent s'infiltreraient, imaginer la protection contre les hivers de montagne.
Chaque tronc devait désormais être choisi non seulement pour sa solidité, mais aussi pour la façon dont il évacuerait l'eau. Retiendrait la chaleur. La porte posa son premier véritable problème d'ingénierie. Il comprit vite qu'il ne suffisait pas de ménager une ouverture entre deux rondins. Il fallait des linteaux capables de supporter le poids des bois supérieurs, et des montants verticaux parfaitement ajustés pour garantir l'étanchéité. Pendant plusieurs jours, il observa, calcula, traça des repères avec une ficelle tendue, mesurant et vérifiant que l'ouverture serait parfaitement d'aplomb. Une erreur, même minime, pouvait compromettre l'équilibre de tout l'édifice. Trop large, la structure s'affaiblirait. Trop étroite, et il ne pourrait pas y faire passer ses outils et ses provisions. Il fabriqua lui-même une scie à archet à partir d'un bois de frêne courbé et d'une lame d'acier qu'il avait récupérée et affûté avec patience. Chaque trait devait être précis, régulier, sans forcer, sous peine de coincer la lame dans la résine collante du pin vert. Quand enfin l'ouverture fut terminée, Samuel se redressa, le front perlé de sueur, les bras tremblants. Le résultat dépassait ses attentes, des bords nets, droits, parfaitement alignés, un travail digne d'un artisan chevronné. Et surtout, la cabane demeurait d'une solidité remarquable, sans fléchir malgré la grande découpe dans son flanc. Les fenêtres représentèrent un défi encore plus subtil. Dans les ruines d'un ancien poste forestier, Samuel avait déniché plusieurs plaques de verre, d'environ 30 cm de côté. Elles n'étaient pas parfaites, certaines portaient des bulles ou de fines rayures, mais elles permettraient à la lumière de pénétrer sans laisser entrer le vent glacial. Il lui fallut concevoir des cadres à partir de rien, apprendre à créer des feuillures précises pour que le verre s'y encastre solidement, et imaginer un système d'écoulement de l'eau pour éviter que la pluie ne s'infiltre et ne gèle. Chaque cadre devint une petite œuvre d'art, assemblée par chevilles de bois, scellée avec de la résine de pin chauffée au feu, polie à la main. Il y mettait la même rigueur que pour un instrument de musique, conscient que la moindre erreur pourrait laisser passer la tempête. Quant au calfeutrage, le chinking, il en fit un sujet d'expérimentation constante. Après des dizaines d'essais, il découvrit la formule idéale, de l'argile rouge prélevée sur la berge du ruisseau, mêlée à de la mousse séchée et à de la résine de pin, dans des proportions précises. Ce mélange formait un mastic souple, capable de résister au froid extrême tout en maintenant une étanchéité parfaite. L'équilibre était délicat, trop humide, la pâte se contractait en séchant et laissait des fissures, trop sèches, elle n'adhérait pas. Samuel apprit à en juger la consistance au toucher, à la température, à l'odeur même. Il l'appliquait de ses doigts directement dans les interstices entre les rondins, la lissant avec soin jusqu'à obtenir une surface uniforme. Les journées passaient ainsi, rythmées par les gestes précis et la lente montée des murs. Les conditions climatiques l'obligeaient à adapter ses mélanges, les jours secs, il ajoutait un peu d'eau. Les jours humides, il réduisait l'humidité pour éviter les fissures. Chaque lot était préparé dans un grand bol de bois qu'il avait sculpté lui-même, l'intérieur poli par l'usage, imprégné du parfum de résine et de terre. À la mi-décembre, les parois atteignaient près de 2 mètres. Pour la première fois, Samuel pouvait se tenir debout à l'intérieur et lever les yeux vers l'ouverture où reposerait bientôt le toit. Le vent ne traversait plus librement, l'air y était plus doux, plus calme. Même sans toiture, la température à l'intérieur restait sensiblement plus élevée qu'au dehors. Le soir, il s'installait à l'intérieur, allumait un petit feu là où il prévoyait d'ériger plus tard une cheminée, et travaillait à la lueur tremblante des flammes. Le crépitement du bois et le murmure du vent dans les pins accompagnaient ses gestes. Dans cette lueur chaude, la cabane prenait vie. Les ombres dansaient sur les murs d'argile et de bois, et Samuel sentait naître en lui un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, celui d'un abri véritable, d'un foyer. La cheminée qu'il projetait de construire serait, il le savait, l'épreuve la plus ardue. Elle exigerait des compétences qu'il n'avait jamais apprises, tailler la pierre, assembler un conduit stable, maîtriser le tirage de l'air. Mais à ce stade, Samuel n'était plus l'enfant perdu des premiers jours. Il était devenu un bâtisseur, un homme façonné par le silence des montagnes, le froid des matins et la patience du bois. Chaque pierre qu'il ramasserait, chaque bûche qu'il taillerait, serait un acte de foi en sa survie et plus encore, en sa renaissance. La cabane qu'il érigeait n'était pas seulement un refuge contre l'hiver, mais une preuve tangible que la solitude, lorsqu'elle est embrassée avec courage, peut devenir une forge où l'âme se reconstruit. Le feu et le bois,
la naissance d'un créateur. Il l'avait construite pierre après pierre, choisissant avec un soin presque sacré les blocs plats capables de résister à la chaleur du feu. Il les liait avec un mortier d'argile qu'il préparait lui-même, testant sans relâche la bonne proportion d'eau et de terre, pour obtenir la texture parfaite. Le foyer devait avoir la taille idéale, assez large pour réchauffer la pièce, mais pas au point d'enfumer la cabane. La gorge, elle, devait suivre des dimensions précises, permettant un tirage fluide et constant. Samuel observait la fumée avec l'attention d'un scientifique et la sensibilité d'un poète. Il notait comment elle se comportait selon le vent, la température, l'humidité. Chaque essai devenait une leçon. Il modifia plusieurs fois la structure du foyer, rehaussant le mur du fond, ajustant l'angle de la gorge, raccourcissant ou allongeant la cheminée. Les jours passaient dans une routine d'expérimentation minutieuse jusqu'à ce qu'il obtienne un feu propre, stable, tirant droit vers le ciel. À ce moment-là, il sut qu'il avait réussi. Quelque chose de rare, dompter le feu sans le trahir. L'intérieur de la cabane, lui aussi, demandait un travail patient. Samuel lissa les troncs avec des outils improvisés et des couteaux. Des éclats de métal poli, des pierres plates jusqu'à ce que le bois devienne doux au toucher. Il calfeutra chaque jointure avec de la mousse séchée, de la boue fine et des fibres qu'il avait extraites de l'écorce. Puis il commença à réfléchir à la disposition de son espace de vie. Où dormirait-il? Où entreposerait-il sa nourriture, ses outils, ses vêtements? Comment exploiter au mieux chaque recoin? Ces questions guidaient ses gestes autant que la survie elle-même. À la semaine de Noël, la cabane avait atteint une hauteur de plus de 2 mètres. Les murs solides enfermaient une chaleur douce. La cabane lui semblait un sanctuaire. Le feu crépitait doucement, jetant sur les murs de bois des reflets dorés. Dehors, le vent mugissait dans la forêt, mais à l'intérieur, tout respirait la paix. La solidité. C'est un après-midi de janvier, dans ce refuge enfin habité de silence, que Samuel découvrit son véritable don. Il travaillait sur la porte intérieure, un projet d'apparence simple. Un panneau de bois solide avec une poignée grossière. Mais ce qui devait n'être qu'un geste pratique se transforma peu à peu en quelque chose d'extraordinaire. Le bois semblait réagir à ses mains. Chaque coup de couteau révélait des lignes qu'il n'avait pas prévues, des formes cachées, comme si le matériau lui-même lui murmurait ce qu'il voulait devenir. Il avait pris un morceau de chêne sec pour façonner la poignée. Rien d'ambitieux, il voulait seulement un appui solide. Pourtant, au fil des heures, une forme prit naissance sous sa lame, la tête d'un puma, tendue et vivante. Les yeux du fauve paraissaient intelligents et sauvages à la fois, le museau exprimait la force tranquille, et les oreilles, finement taillées, semblaient écouter le moindre bruit de la montagne. Samuel recula, stupéfait. Jamais il n'avait sculpté quoi que ce soit auparavant. Et pourtant, ses mains agissaient avec une assurance inexplicable, comme si une mémoire ancienne s'était réveillée en lui. Des images jaillirent de son passé, la petite grange de son grand-père, saturée de l'odeur des copeaux et de l'huile de lin. Il revit ses grandes mains ridées qui guidaient les siennes, lui apprenant à sentir le grain du bois, à comprendre dans quel sens il voulait être coupé. Il entendit la voix grave, vibrante de patience. Le bois a sa propre volonté, Samuel. Ton rôle n'est pas de le forcer à devenir ce que tu veux, mais d'écouter ce qu'il désire être. Ces paroles résonnèrent dans la cabane comme un écho venu d'un autre temps. Samuel posa son couteau et regarda autour d'eux. Lui avec des yeux neufs. Partout, il vit des promesses. Les cadres des fenêtres pouvaient être plus qu'un simple encadrement, ils pouvaient célébrer la lumière. Les murs, au lieu d'être recouverts, pouvaient mettre en valeur la beauté brute du bois. Même les étagères, les coffres, les charnières pouvaient devenir œuvres d'art. Il commença petit, une rosace sculptée à la jonction de 2 poutres, une courbe gracieuse sur le rebord d'une fenêtre, un petit écureuil émergeant d'un nœud dans le mur. Chaque détail, aussi minime fût-il, transformait la cabane en un lieu vivant. Mais la véritable révélation arriva le jour où il entreprit de sculpter la poutre du manteau de cheminée. Il avait trouvé, près du ruisseau, une loupe de chêne, un bloc noueux et difforme que tout charpentier aurait rejeté. Les fibres y formaient des spirales étranges, fruits de décennies de croissance tourmentée. Samuel, lui, y vit autre chose. Dans ce chaos, il distingua la silhouette d'un aigle en plein vol,
elle déployée, tête levée vers le ciel. L'image était si nette dans son esprit qu'il douta presque de ses yeux. Avait-elle toujours été là, tapie dans le bois, attendant que quelqu'un la délivre? La sculpture exigea tout de lui. Il fallut des semaines de travail acharné. Le soir, il allumait sa lampe à huile et s'asseyait devant la poutre. Le couteau en main, taillant, ponçant, ajustant. Ses gestes étaient précis, presque inspirés. Il ne réfléchissait plus, il se laissait guider. Les plumes se mirent à apparaître une à une. Si fines qu'elles semblaient frémir sous la lumière du feu. Les serres, puissantes, s'agrippaient à un pic rocheux qu'il ajouta pour donner un sens à la composition, l'aigle ne planait pas. Il se tenait ferme, maître de son territoire. Dans cette image, Samuel voyait sa propre survie, sa reconquête du monde. Le bec était fier, acéré. Les yeux, eux, brûlaient d'une lueur qui semblait presque humaine. Plus les jours passaient, plus l'aigle devenait vivant. Samuel perdait toute notion du temps. Il travaillait des heures entières sans manger, sans dormir parfois, pris d'une ferveur qu'il ne comprenait pas. Ce n'était plus un simple travail manuel, c'était une prière. Et peu à peu, il comprit, ce qu'il sculptait, ce n'était pas seulement un oiseau. C'était la mémoire incarnée. De son grand-père, de tout ce qu'il avait reçu sans le savoir. Chaque geste, chaque instinct, chaque choix de lame ou d'angle portait la trace d'un héritage invisible. Quand enfin il recula pour contempler son œuvre, il sentit quelque chose se briser et renaître en lui à la fois. L'aigle semblait prêt à s'envoler. Les ombres du feu jouaient sur ses plumes, lui donnant vie. Samuel resta longtemps immobile, les yeux humides, incapable de détacher son regard. Puis, avec une lenteur presque solennelle, il fixa la sculpture au-dessus de la cheminée. Elle dominait la pièce entière. Majestueuse et apaisante à la fois, un symbole de maîtrise, de liberté, et de lien éternel avec ceux qui l'avaient précédé. Mais l'aigle n'était qu'un commencement. Car désormais, Samuel voyait le monde différemment. Le moindre tronc abattu recelait une promesse de beauté. Il comprenait des techniques de menuiserie complexes qu'il n'avait jamais apprises consciemment, assemblage à queue d'aronde, tenon, mortaise. Son esprit visualisait des meubles avant même que ses mains ne les touchent. Chaque morceau de bois devenait un dialogue. La cabane, qui n'était qu'un abri au départ, se transforma en véritable œuvre d'art. Les poutres semblaient respirer, les surfaces racontaient des histoires. Les étagères sculptées accueillaient outils et souvenirs. Une table rustique prit forme, aux bords polis par des heures de travail silencieux. Un banc courbe, fait d'un seul tronc, devint son lieu de repos préféré. La lumière du feu, se reflétant sur les veines du bois, créait un univers doré, intime et vivant. Un soir, alors qu'il observait son œuvre achevée, Samuel sentit une paix profonde l'envahir. Il n'était plus seulement un garçon perdu dans les montagnes. Il était devenu artisan, sculpteur, bâtisseur, un créateur dans le plein sens du mot. Là où d'autres voyaient la solitude, lui voyait la transmission, là où d'autres sentaient la peur. Lui trouvait la mémoire du sang et du savoir. Son grand-père vivait encore, non dans un souvenir lointain, mais dans chaque fibre du bois qu'il travaillait, dans chaque souffle qu'il laissait sur la surface polie. Les montagnes, le feu, le silence, tout semblait l'avoir façonné à nouveau. Et désormais, avec la structure de la cabane terminée et son esprit éveillé à un art qu'il n'avait jamais soupçonné, Samuel entreprit une nouvelle tâche, faire de ce lieu un véritable foyer. Il lui fallait des meubles solides, des coffres pour la nourriture, des rangements ingénieux, et peut-être même un lit sculpté de ses propres mains. Mais au fond de lui, il savait déjà que la cabane n'était plus qu'une maison. C'était le miroir de son âme, une âme qui, après avoir connu la peur, avait appris la beauté. Dans le silence profond des montagnes, Samuel entreprit son premier grand projet, un lit. Non pas un simple couchage improvisé, mais une véritable œuvre d'ingéniosité qui le soulèverait du sol glacé et lui offrirait enfin un sommeil réparateur. Il choisit avec soin des troncs de pin au fil droit, sélectionnant chaque pièce comme on choisit les mots d'une prière. Avec patience, il se mit à tailler des assemblages à tenon et mortaise, ces unions millimétrées capables de maintenir l'ensemble sans le moindre clou ni vis. Chaque entaille était un acte de précision, chaque ajustement une méditation sur la rigueur et la persévérance. Jour après jour, le cadre du lit prit forme.
Samuel mesurait, ajustait, testait, recommençait jusqu'à atteindre l'équilibre parfait entre solidité et élégance. Pour la surface de couchage, il tressa des lanières de cuir tanné, issues des pots de cerf qu'il avait lui-même piégés et préparés. Le résultat fut un support souple, respirant et étonnamment confortable. Sur la tête du lit, il sculpta des scènes forestières, des pins tordus par le vent, des cervidés en mouvement. Des ruisseaux imaginaires qui semblaient naître des veines du bois. Le meuble devint un hommage silencieux à la nature qui l'abritait. Bientôt, une nouvelle préoccupation s'imposa. L'ordre et le rangement. Samuel construisit des étagères et des armoires intégrées à la structure même de la cabane, chacune pensée pour un usage précis. Les provisions exigeaient des conteneurs hermétiques, capables de tenir à distance rongeurs et humidité sans empêcher la ventilation. Les outils devaient rester accessibles, mais bien arrimés pour éviter toute chute. Quant aux vêtements, il fallait les protéger de la moisissure et des insectes. À mesure qu'il avançait, Samuel découvrait un sens inné des proportions et de l'ergonomie. Ses chaises tombaient juste à la bonne hauteur. Ses établis captaient la lumière naturelle dans les angles les plus favorables. Tout trouvait sa place comme si la cabane avait été conçue autour de ses créations, et non l'inverse. Le chef-d'œuvre de cette période fut sa table à manger, un monument de bois et de patience. Taillée dans une seule et massive dalle de pin, elle lui demanda plusieurs semaines de travail acharné. Pour atteindre la douceur d'un miroir. Il la rabota avec des outils forgés de ses mains, puis la polit avec des pierres de plus en plus fines jusqu'à ce que la surface devienne soyeuse. Les pieds, sculptés dans du chêne massif, évoquaient les troncs torsadés d'arbres anciens, avec leur écorce minutieusement reproduite. Une fois assemblée, la table semblait jaillir du sol même de la cabane. Telle une racine transformée en œuvre d'art sans perdre son âme végétale. À mesure que ses besoins évoluaient, Samuel se fit tisserand. Les montagnes lui fournissaient tout, les pousses de saule. Pour les paniers, les aiguilles de pin pour les récipients étanches, les herbes fibreuses pour les cordages. Ses mains apprirent à tresser, nouer, entrelacer avec une dextérité croissante. Les paniers, sacs et nattes qu'il confectionnait rivalisaient de beauté avec ceux des artisans les plus chevronnés. Son plus grand défi fut la couverture du sol. Il voulait une matière isolantée. Douce, capable de retenir la chaleur tout en apportant un confort tactile. Après de nombreux essais, il trouva la combinaison parfaite, un tissage mêlant herbes sèches et fines bandes de cuir. Le résultat était à la fois esthétique et pratique. Les soirées d'hiver se passaient à la lueur du feu, son corps penché sur le métier improvisé, ses doigts travaillant avec régularité tandis que son esprit dérivait vers les projets du lendemain. Le motif qui prit forme était complexe, presque hypnotique, des figures géométriques inspirées des sommets visibles à travers les fenêtres. Chaque entrelacement semblait être une prière silencieuse à la montagne. Samuel porta la même attention à ses ustensiles de cuisine. Il sculpta cuillères et louches dans des bois choisis pour leur qualité, les feuillus denses pour résister à l'usure, les essences tendres pour les travaux délicats, et le cèdre aromatique pour les boîtes de conservation, naturellement répulsives aux insectes. Pour éclairer ses longues nuits, il imagina un système ingénieux, de petites plaques de métal poli fixées près du foyer renvoyaient la lumière du feu dans toute la pièce. Des lampes à huile, alimentées par la graisse de poisson ou de gibier, diffusaient une lueur stable et chaude. Sa maîtrise du climat intérieur s'affina au fil des mois. Grâce à des conduits d'aération réglables, il pouvait diriger la chaleur vers les zones froides et éviter les déperditions. Le foyer de pierre, véritable cœur de la cabane, emmagasinait la chaleur durant la journée pour la restituer lentement pendant la nuit. Chaque détail témoignait d'une compréhension profonde des lois naturelles, l'équilibre entre le feu et la pierre, entre l'air et la matière. Même ses effets personnels devinrent des œuvres d'art. Ses vêtements reposaient dans des coffres sculptés, aussi décoratifs que protecteurs. Ses outils étaient rangés sur des supports faits sur mesure, disposés de manière à rappeler un atelier d'artiste. Ses assiettes et ses couverts, façonnés dans des essences variées, semblaient sortis d'un musée ethnographique. Ainsi, la transformation de la cabane reflétait celle de Samuel lui-même, l'enfant perdu et affamé des débuts avait laissé place à un artisan accompli, un créateur capable d'extraire beauté et ordre du chaos sauvage. Chaque surface portait la trace de son apprentissage, le poli du bois, la symétrie d'un assemblage, la justesse d'une courbe. En février, son refuge n'était plus un abri de fortune.
mais une demeure à part entière, un lieu où la rudesse de la montagne rencontrait la délicatesse de la main humaine. Pourtant, ce mois fut aussi le plus redoutable. Le froid atteignit des profondeurs jamais connues, 40 degrés sous zéro. Les montagnes devinrent des cathédrales de glace, chaque souffle créant un nuage cristallin, chaque contact de la peau exposée risquant la brûlure du gel. C'était l'épreuve ultime, celle qui départagerait la préparation méticuleuse de la simple espérance. Les réserves accumulées le long des murs témoignaient de mois de labeur réfléchi. Samuel avait appris l'art de la fumaison, contrôlant la température et le flux de fumée jusqu'à produire une viande sèche et durable. Le poisson, capturé sous la glace, était conservé dans des fosses enneigées creusées sous le sol. Les légumes d'automne, séchés puis entreposés dans des contenants étanches, gardaient leur valeur nutritive. Ces procédés, perfectionnés par l'expérience, rivalisaient avec ceux des trappeurs les plus aguerris. Il savait désormais que chaque type de viande demandait un traitement particulier, le cerf exigeait une longue fumaison, le lapin se préservait mieux confit dans sa propre graisse, les oiseaux sauvages se gardaient salés et séchés à l'air. L'un de ses projets les plus ambitieux avait été la cave à racines, creusée sous la cabane, sans compromettre ses fondations. Ce lieu souterrain restait frais, mais jamais glacé, idéal pour les légumes et les aliments fermentés. Il y préparait même une choucroute rustique à partir de choux sauvages, une précieuse source de vitamines contre le scorbut. Mais l'hiver ne se gagnait pas qu'avec des réserves, il fallait aussi chasser. Les proies étaient rares, méfiantes, et chaque trace dent. La neige était une promesse incertaine. Les pièges de Samuel devaient être posés avec une exactitude quasi scientifique. Son invention la plus brillante fut un système de pierres équilibrées et des pièges à bascule capables de fonctionner sans se bloquer, même sous un froid extrême. Il les disposait le long des sentiers qu'empruntaient les animaux, observant les habitudes modifiées par le gel. Et la faim. Tous les 2 jours, il parcourait la forêt en silence, glissant sur ses raquettes de fortune tressées en branches de saule et tendons de cerf. Ces dernières, légères mais solides, répartissaient son poids sur la neige poudreuse et pouvaient se libérer instantanément en cas de chute. Quand la chasse devenait incertaine, il pêchait à travers la glace. Il avait appris à garder ses trous ouverts en les recouvrant de branches et de neige, créant une isolation naturelle. Ses hameçons, sculptés dans l'os et le bois de cervidés, ne se fendaient pas sous le gel. La nature, pourtant implacable, semblait parfois lui prêter main forte. Mais la solitude, plus encore que le froid, était un ennemi redoutable. Pour rester sain d'esprit, Samuel se forgea des rituels. Il taillait de petits casse-têtes en bois, qu'il démontait et recomposait à la lueur du feu. Il étudiait les nuages, lisait le vent, interprétait le comportement des animaux. Quand les corbeaux se rassemblaient par dizaines et que les cerfs descendaient vers la vallée, il savait qu'une tempête approchait. Sa maîtrise des éléments atteignit un niveau presque scientifique. Le feu n'était plus seulement une flamme, mais un instrument qu'il modulait selon ses besoins. Il savait comment banquer les braises pour qu'elles couvent toute la nuit, préservant juste assez de chaleur pour éviter le gel tout en économisant le précieux bois. Le foyer de pierre, désormais cœur vivant de la cabane, emmagasinait la chaleur durant les flambées et la libérait lentement jusqu'à l'aube. Ainsi, au cœur de l'hiver le plus cruel, Samuel vivait entouré de beauté et d'ordre. Sa cabane respirait la vie, chaque objet y avait une âme, chaque planche une histoire. Dans ce sanctuaire de bois et de pierre, l'enfant abandonné des montagnes avait trouvé plus qu'un abri, il avait trouvé sa renaissance. Au cœur des Rocheuses du Colorado, la survie de Samuel avait cessé d'être une lutte pour devenir une œuvre d'art. La gestion de la ventilation dans sa cabane représentait un défi constant, il devait maintenir l'air pur sans laisser s'échapper la chaleur vitale. Trop peu de circulation. Et la menace invisible du monoxyde de carbone s'accumulait, prête à l'asphyxier dans son sommeil. Trop de courant d'air, et le froid mordant de la montagne aurait pu lui coûter la vie. Samuel avait donc conçu un ingénieux système d'aérations ajustables, qu'il modifiait selon la température, le vent ou l'humidité. Il observait, expérimentait, corrigeait. La survie? Il l'avait apprise par la logique, mais aussi par l'instinct, ce langage silencieux que seule la montagne enseigne. Son savoir-faire ne se limitait plus à la nourriture. Il avait appris à conserver la vie elle-même sous toutes ses formes. Les herbes séchées pendaient du plafond comme des promesses.
De l'écorce de saule pour apaiser la douleur. Des aiguilles de pin, riches en vitamine C. Contre le scorbut. Des racines et des feuilles destinées à soigner les infections, les maux d'estomac ou les fièvres. Ce qui avait commencé comme un acte désespéré s'était transformé en science. Empirique, une compréhension profonde du lien entre le corps humain et la forêt. À la fin de février, Samuel n'était plus seulement vivant, il avait triomphé là où tant d'adultes auraient péri. Ses réserves restaient abondantes, son abri demeurait chaud et sec, et sa santé, malgré les mois d'isolement, témoignait d'un équilibre parfait entre prudence, ingéniosité et endurance. Autour d'eux. Lui, les vivres soigneusement préservés représentaient davantage qu'une simple assurance de survie. Ils étaient la preuve tangible qu'un esprit méthodique, armé de patience et d'intelligence, pouvait dompter même les forces les plus impitoyables de la nature. Un matin de mars, un son inattendu fendit le silence des cimes, un bourdonnement lointain, familier et pourtant oublié. Samuel se figea sur le seuil de sa cabane. Dans le ciel limpide, un hélicoptère décrivait de larges cercles au-dessus de la vallée. 120 jours sans entendre une voix, sans voir un autre être humain, et voilà que le monde revenait le chercher. Il savait que ce moment viendrait. Depuis la fin des tempêtes hivernales, il s'y préparait avec une minutie quasi rituelle. Il voulait être trouvé, oui, mais à ses conditions. Tout autour du bosquet sacré qu'il habitait, il avait disposé un réseau complexe de miroirs de signalisation. Des fragments de verre et d'aluminium, récupérés dans d'anciens camps abandonnés, polis jusqu'à briller comme des éclats d'argent. Placés avec précision, ils captaient la lumière du soleil à chaque heure du jour, créant un balai d'éclats. Visible à des kilomètres. Le miroir principal, monté sur un pivot articulé, lui permettait de diriger les reflets comme un projecteur. Il avait passé des heures à s'exercer à envoyer des signaux codés que tout pilote reconnaîtrait immédiatement comme d'origine humaine. Mais la lumière n'était qu'une partie du plan. Samuel avait également tracé un sentier balisé, un chemin clair menant à sa cabane. Chaque panneau, chaque flèche de bois sculptée racontait une étape de son évolution de l'enfant perdu à l'artisan accompli. Le sentier lui-même ressemblait à une exposition vivante. Outils forgés à la main, abris expérimentaux, pièges à poissons, dispositifs de conservation. C'était un musée du courage et de l'intelligence, dressé dans la neige. Quand l'hélicoptère disparut. Derrière la crête, Samuel ressentit un mélange étrange de soulagement et de nostalgie. Une part de lui aspirait à revoir des visages humains. L'autre craignait de perdre la paix pure et l'autonomie absolue que la montagne lui avait offerte. Sa cabane n'était plus seulement un refuge, c'était un manifeste. Chaque jointure ajustée au millimètre, chaque planche poncée à la perfection. Chaque sculpture sur bois racontait la victoire de la volonté sur la peur, du savoir sur l'abandon. Ce jour-là, il mit tout en ordre pour sa découverte prochaine. Il rangea ses outils avec soin. Exposa ses réserves pour montrer ses méthodes de conservation, plaça ses œuvres sculptées sur les étagères, comme des témoins muets de son apprentissage. Il voulait que ceux qui viendraient comprennent, ici, un enfant n'avait pas seulement survécu, il avait transcendé sa condition. La préparation la plus difficile, pourtant, n'était pas matérielle. C'était intérieurement qu'il devait se préparer. Le garçon apeuré qui avait vu son père s'éloigner dans la neige n'existait plus. À sa place se tenait un être neuf, forgé par le froid, la solitude et la discipline. Il prit des morceaux d'écorce de bouleau et y grava des lettres, l'une pour son père, d'autres pour quiconque lirait son histoire. Il y parla de la peur, du pardon, de la foi qu'il avait trouvée non dans un Dieu lointain, mais dans le battement obstiné de son propre cœur. Écrire devint une manière d'achever son voyage intérieur. Lorsque le soleil de l'après-midi toucha les miroirs, des éclats puissants traversèrent la vallée. 3 longs reflets, 3 courts, 3 longs, le signal international de détresse. Un langage de lumière que tout pilote comprendrait. Au crépuscule, il alluma un feu de signalisation sur les perrons rocheux dominant la clairière. Des branches de pin vert produisirent une fumée blanche, dense, visible de très loin. La montagne elle-même semblait retenir son souffle. Les animaux, inquiets, changeaient leur trajet. Les corbeaux tournaient plus haut, les cerfs restaient à distance. Quelque chose allait se passer, et toute la forêt le sentait. Avant l'aube, Samuel s'assit près du feu mourant. Il contempla la lueur grise du ciel,
méditant sur tout ce qu'il avait appris. Dans quelques heures, peut-être, il verrait à nouveau des hommes. On lui poserait des questions, on déciderait pour lui. Mais rien, jamais, ne pourrait effacer ce qu'il avait bâti ici. Sa cabane demeurerait, témoin silencieux de la résilience humaine. Ses compétences ne disparaîtraient pas. Son courage était désormais inscrit dans son être, indélébile. Le soleil franchit les crêtes à l'est. Les miroirs renvoyèrent mille éclats dans la vallée. Samuel sentit que c'était le jour. Le jour où le monde le retrouverait. À l'aube du 15 mars, exactement 120 jours après son abandon, l'équipe de secours découvrit le premier panneau. Il portait une inscription gravée avec une précision étonnante. Suivez le sentier pour trouver Samuel. Les lettres étaient régulières, les bords vernis contre l'humidité. Le chef des opérations, Jake Morrison, prit une photo, stupéfait. 15 ans de mission en montagne, et jamais il n'avait vu pareille chose. Ce n'est pas l'œuvre d'un enfant apeuré, dit-il dans sa radio. C'est du travail d'artiste. Le sentier les mena plus haut, à travers une succession de repères d'une ingéniosité croissante. Pas de débris, pas de traces de panique, tout respirait la méthode et la maîtrise. Des sculptures d'animaux semblant presque vivants. Des symboles géométriques gravés dans le bois, témoignant d'un sens aigu des proportions. Des messages courts, empreints de calme et de fierté. J'ai appris. Je n'ai plus peur. Regardez ce que la montagne m'a enseigné. La photographe Sarah Chen, envoyée par un journal local, capturait chaque détail, bouleversé. Ce n'était pas un simple sauvetage, c'était la découverte d'un prodige, d'un être qui avait transcendé la survie pour atteindre une forme d'harmonie avec la nature. Le deuxième jour de marche révéla d'autres merveilles, un piège à poissons d'une efficacité remarquable, des caches à outils ordonnés comme dans un atelier professionnel, un système de conservation alimentaire que même les guides chevronnés n'auraient pas su concevoir. Tu as dit qu'il avait quel âge? Demanda Maria Santos, inspectant une scie à archer d'une finesse extraordinaire. 12 ans, répondit Morrison, la voix tremblante d'incrédulité. À mesure qu'il montait, les marques devenaient de véritables œuvres d'art. Chacune racontait un progrès, un apprentissage, une victoire. Et puis, enfin, au matin du 3e jour, la forêt s'ouvrit sur la clairière des pins anciens. L'équipe s'arrêta, frappée de stupeur. Devant eux se dressait la cabane. Non pas une hutte misérable, mais une maison de bois ciselé. Aux lignes parfaites, dignes d'un musée. Les rondins ajustés sans clous ni vis semblaient respirer l'intelligence de celui qui les avait choisis. Les sculptures ornaient les poutres comme des prières. Gravées dans la matière. Seigneur, murmura Sarah Chen en levant son appareil. Le déclic de son obturateur résonna dans le silence. Un enfant de 12 ans a construit ça. Et ce jour-là, quelque part entre la terre et le ciel, la légende de Samuel, l'enfant des montagnes, venait de naître. Le garçon de la montagne. La cabane semblait sortir tout droit d'un rêve ancien. Les sauveteurs restèrent un moment immobiles, incapables de croire à ce qu'ils voyaient. Les murs de rondins s'emboîtaient avec une précision géométrique parfaite, chaque jointure était ajustée. Comme si une main d'ingénieur avait dirigé le travail. Les fenêtres, scellées et alignées avec rigueur, laissaient entrer la lumière sans laisser passer le froid. Le toit, incliné selon un angle étudié, déversait la neige sans effort, préservant la chaleur du foyer. Et pourtant, au milieu de cette perfection artisanale, chaque détail respirait l'âme d'un artiste, un motif sculpté dans le bois, une frise discrète, une poignée polie par la main d'un enfant patient. Tout, ici, racontait une histoire de survie transformée en beauté. Samuel sortit de la cabane comme s'il les attendait. Depuis toujours. Le garçon qu'ils avaient retrouvé n'avait plus rien du petit être terrifié des avis de recherche. Ses gestes étaient sûrs, mesurés. Ses yeux, d'un calme profond, reflétaient une sagesse née non pas de l'âge, mais de l'épreuve. « Bonjour », dit-il paisiblement, comme s'il accueillait des voisins plutôt qu'un groupe d'hommes venus du monde civilisé. « Je vous attendais. » Morrison. Le chef d'équipe alluma aussitôt sa caméra. Il comprit instinctivement que ce qu'il voyait devrait être prouvé, documenté, consigné dans les moindres détails, tant cela semblait impossible.
L'intérieur de la cabane dépassait encore l'extérieur en ingéniosité. Des meubles solides, sculptés à la main, des outils suspendus selon un ordre méticuleux, des dessins et des reliefs sur les murs racontaient des semaines de travail acharné. C'était l'œuvre d'un artisan accompli, non celle d'un garçon de 12 ans abandonné à la montagne. « Comment as-tu fait tout cela » demanda Morrison. Incrédule. Samuel répondit avec calme, expliquant comment il avait taillé les rondins, conçu les joints, prévu les angles, fabriqué ses propres outils et su prévoir les tempêtes. Il montra comment il séchait la nourriture, lisait les signes du ciel, gérait la chaleur sans gaspiller le bois. Sa voix restait posée, claire, comme celle d'un maître expliquant son article. Chaque réponse soulevait plus d'émerveillement encore, derrière chaque geste, une logique, une méthode, une sagesse. Quand Morrison aperçut au-dessus de la cheminée un aigle sculpté dans le bois, il resta sans voix. L'oiseau semblait prêt à s'envoler, les ailes ouvertes, chaque plume gravée avec une précision stupéfiante. Ce n'était plus une simple décoration, c'était le symbole d'une âme qui, dans la solitude, avait appris à voler. Ce n'est pas un survivant désespéré, murmura Chen, le photographe du groupe. C'est un artiste. Sa caméra enregistra chaque explication, chaque sourire tranquille de Samuel. Chaque geste précis montrant une technique oubliée. Ce film deviendrait bientôt un témoignage historique sur la créativité et la résilience humaine. Nous devons faire venir des experts, dit Morrison par radio. Ce garçon va réécrire tous les manuels de survie. Samuel rassembla ses affaires avec le même soin qu'il avait mis à bâtir sa vie. Ses outils façonnés à la main. Ses petites sculptures, ses carnets rédigés sur des morceaux d'écorce ou de papier trouvés, tout était méthodiquement rangé. Ces objets allaient bientôt servir de preuve d'un prodige hors du commun. Quand ils redescendirent vers la vallée, Morrison portait une carte mémoire pleine, des centaines de photos qui allaient stupéfier le monde. Ce qu'elle révélait dépassait la survie. C'était une victoire sur la peur, une leçon d'harmonie entre l'homme et la nature. Dans la soirée même, les images furent diffusées. En quelques heures, elles envahirent les réseaux sociaux. On voyait un garçon calme, articulé, expliquant, avec la précision d'un ingénieur et la douceur d'un poète, comment il avait bâti de ses mains une cabane dans les Rocheuses. La vidéo fit le tour du monde en un jour. Les médias s'emparèrent du sujet, mais beaucoup crièrent d'abord à la supercherie. Comment un enfant pouvait-il maîtriser un tel art? Les spécialistes parlaient d'un montage, d'une mise en scène. Mais très vite, les doutes s'effondrèrent. Les experts en survie qui examinèrent les images confirmèrent, rien n'avait été truqué. Les assemblages étaient justes. Les outils authentiques, les méthodes cohérentes avec des mois de pratique. Le professeur Elizabeth Warren, spécialiste de survie en milieu extrême à l'Université du Colorado, déclara: « Ce jeune homme a atteint un niveau d'adaptation que nous ne voyons que chez des adultes formés depuis des années. Le fait qu'il y soit parvenu seul, sans aide ni instruction, est sans précédent. » Le monde entier s'enflamma. Des parents racontèrent l'histoire à leurs enfants pour leur apprendre la persévérance. Les passionnés de vie sauvage analysèrent chaque geste du garçon. Les artistes s'attardèrent sur la beauté de ses sculptures. Le mot-clic #garçon de la montagne devint viral, symbole d'inspiration et d'espoir. Des milliers de témoignages affluèrent. Hommes et femmes de tous âges racontaient comment Samuel leur avait redonné le courage d'affronter leur propre montagne. Dans les écoles, son histoire fut intégrée aux cours sur la résilience et la créativité. Les éducateurs soulignaient la manière dont Samuel avait uni technique et imagination, logique et article. Les charpentiers eux-mêmes exprimèrent leur respect. James Holland, maître artisan, examina les photos en haute résolution et déclara: « C'est meilleur que ce que je vois chez beaucoup de professionnels équipés d'ateliers modernes. » Une frénésie médiatique s'ensuivit. Les chaînes de télévision se disputaient le premier entretien exclusif. Des maisons d'édition proposaient des sommes énormes pour raconter son histoire. Les documentaristes planifiaient déjà des films pour explorer ce miracle humain, comment un enfant abandonné avait pu survivre et, surtout, créer. Des communautés autochtones d'Alaska et du Canada contactèrent les journalistes. Reconnaissant dans ces techniques des gestes transmis par leurs ancêtres, la façon de calfeutrer les murs, d'équilibrer les charges du toit, d'utiliser la neige comme isolant. Des artisans scandinaves remarquèrent aussi la parenté avec les méthodes nordiques médiévales.
des psychologues commencèrent à repenser les limites de la résilience chez l'enfant. Le docteur Michael Shen, spécialiste de la psychologie de l'adaptation, observa. Le cas de Samuel remet en question notre compréhension de ce qu'un jeune esprit peut accomplir lorsqu'il est poussé à l'extrême. L'histoire toucha profondément ceux qui avaient connu l'abandon, la perte ou la violence. Dans les groupes de soutien pour enfants de divorcés, pour survivants d'abus ou orphelins, on partageait la vidéo comme une prière laïque. Le petit garçon des Rocheuses devenait un symbole universel, la preuve que la solitude n'éteint pas la lumière, qu'elle peut, au contraire, la révéler. Les écoles d'art étudièrent sa capacité à transformer le besoin en beauté, comment la survie s'était muée en création. Les programmes d'éducation en plein air s'en inspirèrent pour inciter les jeunes à retrouver confiance en leurs mains, à bâtir, réparer, imaginer. Mais le phénomène dépassa l'éducation. Des écologistes virent dans Samuel un messager, la démonstration vivante qu'on peut vivre en harmonie avec la nature sans la dominer. D'autres plaidèrent pour un retour à l'apprentissage manuel, aux savoir-faire fondamentaux. Les psychiatres, eux, furent frappés par la santé mentale du garçon après 4 mois d'isolement. Comment un enfant privé de tout contact humain pouvait-il rester si calme, si équilibré? Beaucoup y virent la preuve que la création et le sens du travail pouvaient protéger l'esprit dans les situations extrêmes. Les communautés religieuses s'en emparèrent aussi. Certaines y virent la main de Dieu, d'autres, la force de la foi ou de la providence. Les prêtres et pasteurs parlaient de Samuel dans leurs sermons comme d'un exemple de grâce silencieuse, d'une âme guidée dans la nuit par une lumière intérieure. Son regard, lors des interviews, portait quelque chose de mystique, une paix rare, née de la compréhension profonde de la vie et de la nature. Très vite, des traductions de la vidéo apparurent en des dizaines de langues. Des millions de personnes, de Tokyo à Buenos Aires, de Paris à Nairobi, partagèrent le même émerveillement. En moins d'une semaine, Samuel devint un symbole planétaire d'espoir et de détermination. Des enfants gravaient son nom dans leurs cahiers, des adultes disaient qu'il leur avait rappelé ce que signifiait être vivant. Pendant ce temps, dans un motel miteux à la périphérie de Denver, un homme dormait dans l'ombre de son remords. David Thorne, le père de Samuel, se noyait depuis des mois dans l'alcool et la culpabilité. Chaque soir, il s'attendait à un appel confirmant ce qu'il croyait avoir causé, la mort de son fils. À 3h17 du matin, le téléphone sonna. Une voix calme, étranglée d'émotion, lui dit « Monsieur Thorne, votre fils est vivant. » La bouteille lui glissa des mains et se brisa au sol. Le silence qui suivit résonna plus fort que tout cri. Dans ce silence naissait la deuxième renaissance, celle d'un père qui allait devoir affronter non plus la montagne, mais sa propre conscience. Thorne, ici Jake Morrison, de l'équipe de secours du Colorado. Nous avons retrouvé votre fils, Samuel. Il est vivant. Il est sain et sauf. Le téléphone glissa des mains de David et tomba sur la moquette tachée. Il s'effondra à genoux, submergé par des sanglots de soulagement et de culpabilité. Ce n'était pas un cri, mais un effondrement du cœur. Son fils vivait d'une manière incompréhensible, presque surnaturelle et maintenant, il lui faudrait affronter l'inimaginable vérité de ce qu'il avait fait. La rencontre eut lieu dans la petite infirmerie du camp de base, transformée pour l'occasion en centre médical. L'air sentait l'antiseptique et la neige fondue. David s'avança d'un pas incertain, les jambes tremblantes, les mains secouées par une nervosité si forte qu'il eut du mal à pousser la porte. Sur la route menant à la montagne. Il avait répété 1000 excuses, mais aucune ne paraissait à la hauteur du gouffre qu'il avait creusé. Samuel était assis sur la table d'examen, parlant calmement avec un médecin de son régime alimentaire et de ses exercices pendant les 4 mois passés seul. Lorsqu'il leva les yeux vers la porte, David sentit son souffle se couper. L'enfant apeuré qu'il avait abandonné n'existait plus. À sa place se tenait un être plus âgé, plus ancré, porteur d'une sagesse forgée dans le froid et la solitude. « Bonjour, papa, dit-il d'une voix tranquille, sans colère ni reproche. Ce ton d'acceptation simple, presque serein, fit vaciller David plus que n'importe quelle accusation. Il s'effondra sur une chaise près de la table, incapable d'articuler un mot. Ses larmes, contenues depuis des mois, jaillirent enfin. Il sortit de sa veste une enveloppe froissée et une lettre rédigée dans la nuit blanche qui avait suivi l'appel de Morrison.
Ses doigts tremblaient. Lorsqu'il déplia les pages maculées d'encre et de larmes. Samuel, lut-il d'une voix brisée, je ne sais pas si tu pourras jamais me pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'étais détruit par la mort de ta mère, par les dettes, par la honte. Et je croyais te faire grâce, t'épargner de voir ta vie s'effondrer avec la mienne. Je pensais t'offrir une délivrance. Samuel resta silencieux. Son regard posé sur son père. David poursuivit, lisant mot après mot cette confession longue de 4 mois d'enfer. Il parla des nuits sans sommeil, des bouteilles vides, de la torture quotidienne. De ne pas savoir si son fils respirait encore quelque part sous la neige. Sa voix tremblait, oscillant entre remords et désespoir. Je n'ai aucun droit de te demander une seconde chance. Termina-t-il dans un souffle. Je sais que j'ai échoué dans ce qu'un père a de plus sacré. Mais perdre ton amour fut la plus grande punition de ma vie. Et si tu me laisses seulement une étincelle d'espoir, je passerai le reste de mes jours à réparer ce que j'ai brisé. Samuel prit la lettre des mains de son père. Le papier, usé à force d'avoir été plié et replié, portait les traces physiques d'un homme consumé par la culpabilité. Il observa les lignes trembler, puis leva les yeux. « Papa, dit-il doucement, je t'ai pardonné depuis longtemps. » Ces mots frappèrent David comme un choc physique. Il chercha le regard de son fils, découvrant dans ses yeux un mélange de compassion et de maturité qui le réduisit au silence. Cet enfant qu'il avait laissé mourir dans la montagne lui offrait maintenant la grâce qu'il n'aurait jamais su se donner. « Je comprends pourquoi tu l'as fait, » continua Samuel avec calme. « La mort de maman nous a brisés tous les deux. Tu pensais me protéger de la douleur. Tu t'es trompé, mais je comprends. » David tendit la main, hésitant, et Samuel se laissa attirer dans ses bras. L'étreinte dura longtemps, lourde de sanglots, de regrets et de rédemption. 4 mois de solitude et de honte se déversèrent en larmes contre l'épaule de ce fils devenu roc. Samuel le serra fort, comme s'il soutenait non seulement son père, mais aussi la part blessée de leur passé. « Je suis si fier de toi, » murmura David entre 2 sanglots. « Ta cabane, ton art, tout ce que tu as accompli là-haut. Tu es plus fort et plus courageux que je ne l'ai jamais été. » Samuel se recula légèrement, un sourire tranquille aux lèvres. « Nous sommes tous les deux plus forts, papa. Nous avons survécu à ce qu'on croyait impossible. » La lettre qu'il tenait dans sa main n'était plus un simple aveu. C'était une promesse, celle d'une reconstruction fondée sur l'honnêteté et le respect mutuel. David avait affronté ses démons. Il avait osé demander pardon, même en sachant que le refus était possible. Et maintenant, demanda-t-il d'une voix hésitante, presque timide. Samuel sourit, et dans ses yeux brilla pour la première fois depuis la mort de sa mère une lumière véritable. Maintenant, on réapprend à être une famille différente, mais peut-être meilleure. Cette lettre, tachée de larmes, deviendrait plus tard un talisman dans leur vie. Un rappel constant du chemin parcouru depuis les ténèbres. Mais leur retour à la réalité ne tarda pas à se heurter au tumulte du monde. Avant même que Samuel ne quitte l'hôpital, les rues autour du centre médical furent envahies de camions satellites, de caméras, de micros tendus à bout de bras. Les journalistes hurlaient des questions à travers les vitres, avides d'une image, d'une phrase, d'un scoop. Samuel, encore faible, se retrouva propulsé dans une lumière qu'il n'avait ni demandé ni souhaité. Une émission nationale du matin proposa une première interview exclusive. Puis vinrent les éditeurs, les documentaristes, et même des studios hollywoodiens prêts à transformer son histoire en film. Un contrat d'édition arriva par courrier express, promettant une somme que David n'aurait jamais imaginé posséder. Mais chaque ligne du document portait aussi son poids d'obligation, d'attente et d'exposition médiatique. Le garçon des bois devait désormais devenir une figure publique. La transition fut brutale. Après 4 mois de silence absolu, le vacarme des flashs et des questions intrusives devint insupportable. On lui posait sans cesse les mêmes interrogations, comme des blessures rouvertes à chaque entretien. « Comment vous êtes-vous senti, Samuel ? En étant abandonné par votre père ?» lança un journaliste alors qu'il tentait de dîner discrètement dans un petit restaurant. David se leva d'un bond, le visage rouge de colère. « Ça suffit.
Mon fils n'a pas à revivre sa douleur pour votre spectacle. Les caméras capturèrent la scène, mais pour la première fois, la honte céda la place à une fierté silencieuse, celle d'un père qui protégeait enfin. La célébrité apporta son lot d'épreuves insidieuses. À l'école, les photographes se massaient devant les grilles. Les camarades, fascinés, traitaient Samuel comme une curiosité plutôt qu'un ami. L'isolement reprit une forme nouvelle, non plus celle du froid et du vent, mais celle du regard des autres. Il trouva refuge dans l'atelier de menuiserie que David avait aménagé dans leur appartement. Là, au milieu des copeaux et de l'odeur apaisante du bois, il retrouvait le langage silencieux de la montagne. Le geste du rabot, la vibration du ciseau à bois dans la main, tout cela était une prière, une continuité de vie. Le contrat d'édition offrait une sécurité financière, mais aussi un dilemme moral. Samuel voulait raconter son histoire pour inspirer ceux qui traversaient leur propre tempête. Mais il craignait que la répétition publique ne vide son expérience de sa vérité profonde. Les éditeurs dressèrent des plannings de tournée, d'interviews, d'apparitions télévisées. Le calendrier débordait de rendez-vous et d'exigences. On voulait transformer le miracle de sa survie en produit médiatique avant que la curiosité du monde ne s'éteigne. Samuel se demanda s'il ne risquait pas de trahir la solitude sacrée qu'il avait sauvée. Puis vinrent les documentaristes, désireux de filmer la cabane, la clairière, le cercle des pins anciens. Mais pour Samuel, ce lieu était un sanctuaire. Il refusait d'en faire un décor pour caméra. Là-bas, entre pierre et silence, il avait retrouvé la vie et il ne voulait pas profaner cette paix retrouvée. Peu à peu, d'autres sollicitations apparurent. Des écoles l'invitèrent à parler de survie, de résilience, de courage. Ces échanges-là avaient un sens. Il aimait répondre aux enfants, leur montrer comment le feu, la patience et la foi peuvent sauver une vie. Des psychologues voulurent étudier son cas, chercher dans son esprit les mécanismes de la survie. Mais Samuel savait que certaines réponses n'étaient pas dans les manuels. Son salut venait autant de l'art que de l'instinct. Le dessin sur les murs de la cabane, le bois sculpté dans la pénombre, les chants murmurés au feu de bois, tout cela avait nourri son âme autant que la nourriture qu'il avait stockée. D'autres approches furent moins pures. Des organisations religieuses s'approprièrent son histoire pour prouver la main de Dieu. Des survivalistes voulurent exploiter ses méthodes pour vendre leur doctrine. Des marques d'équipements l'approchèrent avec des contrats d'endossement mirobolants. Samuel apprit à dire non. Il développa son propre code moral, accepter seulement ce qui servait la vérité et le bien. La célébrité, comprit-il, n'était pas une récompense, mais une responsabilité. Et puis, les lettres commencèrent à arriver. Des centaines, puis des milliers. Certaines venues de prisons, d'hôpitaux, d'écoles perdues dans les montagnes. Des inconnus lui confiaient comment son histoire leur avait redonné le courage d'aimer, de pardonner, de recommencer. Une mère lui écrivait qu'après avoir lu son histoire, elle avait repris contact avec son fils après 10 ans de silence. Un jeune homme, rescapé d'un accident, disait avoir trouvé la force de se lever. En pensant à Samuel sous la neige. C'est dans ces lettres que Samuel trouva enfin le sens de tout cela. Pas dans les caméras ni dans les plateaux télé, mais dans ces vies anonymes qu'un simple mot pouvait rallumer. Chaque réponse qu'il rédigeait à la main était une prière, une promesse silencieuse. Il avait survécu pour cela, pour rappeler au monde que même au cœur du désespoir, la vie persiste, patiente, et parfois, miraculeuse. Ainsi s'éteignit le tumulte autour de lui, peu à peu remplacé par quelque chose de plus profond. Le retour à l'humanité. Samuel Thorne, l'enfant des montagnes, n'était plus seulement le garçon miraculé. Il était devenu le témoin vivant de la possibilité du pardon, celui d'un fils pour son père, d'un homme envers lui-même, et du monde envers ses blessures. Le retour à la montagne. Pendant les mois qui suivirent le sauvetage, David devint plus qu'un simple père, il fut le guide, le protecteur, l'administrateur et parfois même le traducteur du nouveau monde qui s'ouvrait devant Samuel. Ensemble, ils apprirent à naviguer entre les offres d'éditeurs, les invitations aux conférences, les interviews incessantes et cette attention médiatique qui aurait pu étouffer un enfant moins solide. Sur la table de la cuisine, un contrat d'édition reposait comme un symbole. Ce n'était pas seulement un accord commercial, c'était la preuve tangible de leur renaissance commune,
la porte d'entrée vers une vie où l'épreuve se transformait en mission. 6 mois après le drame, père et fils revinrent au point de départ, le même sentier où tout avait basculé. Cette fois, David ne laissait pas son fils derrière lui, il marchait à ses côtés. Pour Samuel, cette ascension vers la cabane n'était pas une simple randonnée, c'était un pèlerinage. Il voulait montrer à son père le lieu où un enfant abandonné s'était transformé en artisan, en bâtisseur, en être accompli. Les marques gravées dans le bois, laissées par Samuel pour guider l'équipe de secours, se dressaient encore le long du chemin. Le vent, la neige et le temps les avaient patinés. Mais elles demeuraient visibles comme si la montagne elle-même refusait d'effacer le souvenir de cette incroyable résilience. David s'arrêtait devant chaque panneau, posant ses doigts sur les lettres sculptées, sentant la précision du geste, l'intelligence du tracé. « C'est toi qui as tout fait » demanda-t-il, la voix serrée. « Oui » répondit Samuel. « Je voulais qu'il me trouve. Mais surtout, je voulais qu'il comprenne que je ne faisais pas que survivre là-haut. Je vivais. » Le sanctuaire de la résilience. Lorsque la clairière des grands pins apparut, David s'immobilisa. Devant eux se tenait la cabane intacte, presque intemporelle. Les services de protection de la faune du Colorado l'avaient officiellement classée comme site historique, en hommage à la prouesse d'un enfant qui, seul au monde, avait transformé la survie en art. À l'entrée du bosquet, une plaque de bronze captait la lumière dorée qui filtrait à travers les branches. Samuel s'approcha et lua. Voix basse. Cabane de Samuel Thorne, un témoignage de la résilience humaine. Construite par Samuel David Thorne, âgé de 12 ans, durant 120 jours de solitude. Mars 2024. Cette structure illustre la capacité extraordinaire de l'esprit humain à non seulement survivre, mais à créer la beauté face à l'impossible. David lut ces mots à son tour, les yeux embués. Ce bronze, froid et lisse, contenait toute la chaleur d'une rédemption. Il comprenait enfin, dans toute son ampleur, ce que son fils avait accompli et ce qu'il lui avait imposé. Le retour dans la cabane. La cabane n'avait presque pas changé. Le bois sec, la pierre du foyer, le parfum de résine, tout semblait figé dans une bulle de temps. En franchissant le seuil, Samuel eut l'impression de revisiter un souvenir vivant. Le grand aigle sculpté trônait toujours au-dessus de la cheminée. Les tapis tissés à la main couvraient le sol, les meubles façonnés de ses mains patientes respiraient la simplicité et la beauté fonctionnelle. David s'avançait lentement, effleurant les joints parfaits, admirant les courbes taillées, la justesse des proportions. Chaque détail racontait l'histoire d'un enfant devenu créateur. « Comment as-tu su faire tout cela » demanda-t-il enfin, les doigts posés sur la table massive taillée dans un seul tronc de pin. Samuel sourit doucement. « Je crois que mes mains se souvenaient de grand-père. Pas ma tête au début, mais mes mains. En travaillant ici, tout m'est revenu. Feu et pardon. » Samuel alluma un feu dans le foyer de pierre, agenouillé comme autrefois. Les flammes s'élevèrent bientôt, répandant la chaleur et l'odeur familière du pain brûlé. Père et fils s'assirent côte à côte dans un silence apaisé. David avait apporté des sacs de couchage. Décidant de passer la nuit là, pour ressentir ne serait-ce qu'un instant ce que son fils avait vécu. À la lueur tremblante du feu, il murmura. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pour te voir devenir cet homme. Désolé d'avoir manqué ce que tu as découvert ici. » Samuel tourna lentement la tête vers lui. « Peut-être que tu devais être ailleurs, toi aussi, pour changer. Peut-être qu'on devait chacun trouver notre force avant de pouvoir la partager. » Les mots tombèrent dans la pièce comme des braises douces. Dehors, la plaque de bronze reflétait la lumière du feu à travers la fenêtre, comme un astre bienveillant. Ce lieu n'était plus seulement un monument, c'était un sanctuaire, le berceau d'une transformation partagée. Avant de s'endormir, David contempla la charpente au-dessus de lui. Ce n'était pas une cabane, c'était une cathédrale de bois, bâtie avec la foi silencieuse d'un enfant qui refusait de mourir avant d'avoir compris le sens de la vie. Un atelier pour l'avenir. 2 ans plus tard, Samuel travaillait dans un atelier baigné de lumière, à la périphérie de Boulder. Le parfum du bois fraîchement coupé emplissait l'air. Sur les murs, des outils professionnels, venus du monde entier, témoignaient du respect que les artisans portaient à ce jeune prodige.
David avait investi une partie des revenus du livre dans cette propriété. Une ancienne grange transformée en véritable sanctuaire de création. Là, Samuel perfectionnait les gestes découverts dans la montagne, explorait de nouvelles techniques, et repoussait sans cesse les limites de son art. Ses œuvres, mêlant tradition et invention, circulaient désormais parmi les collectionneurs. Chaque meuble semblait respirer, comme si la nature avait trouvé un langage nouveau à travers ses mains. L'art comme transmission. Les apparitions médiatiques s'étaient transformées en quelque chose de plus profond. Samuel se rendait désormais dans les écoles, les centres pour jeunes et les instituts d'éducation en milieu sauvage. Il y enseignait non seulement des techniques de survie, mais aussi une philosophie, celle de la création comme voie de guérison. Devant les enfants, il sortait ses outils, montrait comment un simple morceau de bois pouvait devenir beau. Et quand leurs doigts maladroits donnaient naissance à leur première sculpture, leur regard s'illuminait. C'est là, disait Samuel, que la vraie transformation commençait, quand la peur cédait la place à la fierté. Les programmes qu'il contribua à concevoir devinrent des modèles dans tout le pays. Ils enseignaient que la nature n'était pas une ennemie à dompter, mais une alliée à écouter. On y apprenait autant à survivre qu'à ressentir, à bâtir qu'à contempler. David, lui, avait trouvé sa propre voie dans cette aventure. Il gérait les aspects logistiques, contrats, conférences, correspondances. Ensemble, ils écrivaient les modules éducatifs, mêlant le savoir-faire artisanal à la psychologie de la résilience. Leur relation s'enracina dans cette collaboration plus solide que jamais. Héritage et inspiration. Le livre de Samuel, racontant son expérience, fut adopté dans de nombreux programmes d'enseignement. On le lisait dans les cours de psychologie, d'écologie, de philosophie. Mais ce dont Samuel était le plus fier, ce n'étaient pas les critiques ni les ventes. C'étaient les lettres. Des centaines de messages d'adolescents, d'artisans, de professeurs, de pères et de fils lui racontaient comment son histoire les avait aidés à affronter leur propre tempête. Le documentaire consacré à son aventure connut un retentissement mondial, traduit dans des dizaines de langues, couronné de prix. Mais au-delà des trophées, il provoqua un débat fondamental. Comment enseigner la résilience, la créativité et la connexion à la nature dans un monde obsédé par la performance? La cabane, elle, tenait toujours debout. Les rangers s'en prenaient soin. Y guidant des chercheurs et des étudiants venus étudier la construction durable et la symbiose avec l'environnement. Le bâtiment, façonné par les mains d'un enfant, résistait aux hivers, au vent. À la neige, il témoignait d'une intelligence intuitive plus forte que les plans ou les outils modernes. Pour beaucoup, ce lieu était devenu un symbole d'espoir. Là où un enfant avait refusé de mourir, d'autres venaient aujourd'hui apprendre à vivre autrement. La métamorphose. Entre David et Samuel, le lien avait évolué. Ce n'était plus seulement l'amour du sang, mais celui de deux âmes qui s'étaient reconnues dans la douleur. La séparation les avait brisés, la reconstruction les avait soudés. Dans l'atelier, les outils alignés semblaient veiller silencieusement sur leur histoire. Chaque ciseau, chaque rabot portait la mémoire du chemin parcouru, du désespoir à la maîtrise, de la solitude à la transmission. Samuel avait appris à choisir ses outils comme il choisissait. Désormais ses projets non pour la facilité, mais pour leur capacité à construire du sens. L'adolescent apeuré avait disparu depuis longtemps. À sa place se tenait un jeune homme au regard calme. Au geste sûr. Il avait compris que survivre n'était qu'un commencement. La véritable victoire résidait dans la création, donner forme au monde, y laisser une trace d'harmonie malgré la laideur du destin. Alors que la lumière du soir caressait les copeaux de bois tombés à ses pieds, Samuel posa ses outils et contempla l'œuvre du jour. Devant lui, la pièce sculptée semblait vibrer sous les derniers rayons du soleil, comme si la montagne elle-même parlait encore à travers ses mains. Demain, il reprendrait son travail, continuant à tailler, à polir, à rêver. Et chaque coup de lame, chaque fibre de bois libérée serait un écho lointain de cette cabane cachée dans les pins anciens, le lieu où un enfant abandonné avait découvert le sens profond de la création, et où un père avait retrouvé son fils.